Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Banous, le podcast du marketing de la com digitale. Nous allons essayer de répondre à la question comment gérer le marketing d'une boîte en hypercroissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrice, l'ancien CMO de Partout. Patrice va nous raconter son parcours et nous expliquer comment il a construit et structuré le département marketing d'une start-up en plein essor. Pour rappel, Partout, c'est une entreprise qui passe de 20 à 400 employés et de 2 à 20 millions d'ARR en seulement 4 ans. Au programme, Patrice nous dévoilera les actions essentielles pour scaler le marketing, ses plus grands succès, mais aussi ses échecs. Très compliqué à dire. Bonne écoute. Bonjour Patrice. Salut, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Avant de commencer et de parler d'entreprise en hypercroissance, de marketing et tout ce qui s'ensuit, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Écoute, j'ai 36 ans. Ça fait 12 ans maintenant que je bosse en marketing B2B. J'ai commencé dans des grands groupes chez Sony et Samsung. Après, j'ai rejoint Partout pour créer le marketing. J'ai passé 4 ans là-bas. Et depuis 2 ans, je suis à mon compte pour accompagner des startups et scale-up sur leurs enjeux marketing. L'objectif de cet épisode de Banous, c'est de parler comment on structure un département marketing dans une entreprise en hypercroissance. Ouais. La force première en fait d'une entreprise, ce sont ses salariés. Typiquement, est-ce que tu peux nous parler de tout ce que tu as mis en place au point de vue RH ? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que pour redonner un peu de contexte, quand je suis arrivé, donc il n'y avait pas de marketing, j'étais seul, je suis resté seul un petit moment, après il y a eu des personnes en stage qui ont rejoint, et quand on a accéléré la croissance, il a fallu bâtir l'équipe, et pour ça j'ai parlé avec pas mal d'homologues pour savoir, ok, là, on rentre dans une phase hyper-croissance, qu'est-ce que je dois avoir en tête, comment je vais m'y prendre, et finalement on m'a quand même donné des conseils que j'ai pas trop suivis, et que j'ai regretté ensuite. Ok, tu me diras lesquels justement. Donc voilà, et en gros tout le monde m'a dit, il faut que tu recrutes des experts. Le marketing est un département d'expertise. Il te faut des experts. Donc, identifie les leviers qui marchent le mieux aujourd'hui, qui font le plus de sens par rapport à ton business, et va trouver des experts pour aller encore plus loin là-dessus. Et alors, il y a une partie où j'ai pas trop de budget de recrutement, donc j'ai dû aller vers des juniors. Mais finalement, avec du recul, je me dis, c'est pas une excuse. J'aurais dû, à l'époque, me battre et convaincre mon CEO que non, il fallait des personnes plus seniors, des personnes expérimentées. Bref, donc je passe d'abord par beaucoup de personnes en stage, fin d'études ou recrutement junior, 1 an max d'expérience, que j'ai placé en partie sur l'international parce que très vite, on était présent dans plein de pays, donc il me fallait du field marketing. Donc ça, c'était assez clair et ça a très bien marché. Et j'ai ensuite cherché à un peu plus spécialiser les personnes. Ça, je l'ai fait après coup, en me disant, ok, voilà, on est fort en événementiel, on est fort en marketing automation, donc qui peut prendre un peu plus de bande passante là-dessus. Et c'est vers la fin, mais beaucoup trop tard, que je suis allé chercher ce qu'on appelle du mid-management, parce que je commençais à avoir peut-être, je crois, 7 ou 8 personnes en direct, ça devient trop. Ouais. En plus des personnes juniors, donc elles vont te prendre un peu plus de temps. Et tu vois, là, avec du recul, c'est de me dire, j'aurais dû prendre des personnes expérimentées plus vite pour construire des vraies fondations. Parce qu'en fait, oui, ce que je veux dire par là, c'est que au bout de 4 ans, tu te rends compte que tu as quand même créé une dette marketing. On a eu un marketing très efficace. Je pense qu'on a fait... On a utilisé le max du potentiel de ce qu'on aurait pu faire en tant qu'équipe. Mais finalement, après 4 ans, on aurait dû être beaucoup plus haut que ça. Et je me dis, merde, j'aurais dû bâtir quelque chose de plus solide. Et pour ça, c'était les experts. J'aurais dû aussi me reposer plus rapidement sur du mid-management. Je suis resté trop longtemps en direct. Donc, je me suis un peu épuisé là-dessus. Voilà, ça c'est vraiment sur la partie un peu structuration et non pas structuration, sur recrutement de l'équipe. Et comment justement, une fois que tu as recruté les gens, comment tu as structuré en fait ton équipe ? Alors pour structurer, là, il faut faire quelque chose que non, je n'étais pas très fan, mais il faut être conscient que ça apporte énormément, c'est mettre en place des process, des templates, des playbooks, bref, du cadrage. Et c'est effectivement, c'est fabuleux parce que une fois que tu sais bien faire, je sais pas, un salon, un webinar, une campagne d'emailing, une newsletter, bref, toutes tes différentes actions et projets marketing, tout ça, tu le documentes, mais vraiment en mode pas à pas, avec le côté tutoriel et le côté aussi best practice, rétro-planning, tout était bien organisé dans Monday, qui est un logiciel de gestion de projet. Ouais. Ça fait que quand tu recrutais une personne, tu n'avais pas besoin de passer 1 heure ou 2 à la former, c'était tiens, prends ce tuto, prends ce playbook et vas-y, fais ton premier webinar, lance ta première campagne de marketing automation. Donc ça, pour faciliter l'onboarding et pour assurer aussi un niveau d'exigence et de qualité qui soit toujours au top. Parce que ce qui peut arriver quand tu recrutes beaucoup, c'est que tu sois un peu loin de l'exécution et que tu regardes de loin en disant
oui, bon, ça a l'air d'aller, ça fait le taf, on continue. Ça, c'est peut-être la pire interprétation parce qu'il y a des erreurs qui vont se répéter, qui vont grossir. Les collègues vont un peu prendre ces mauvais réflexes. Donc finalement, ça vient cadrer en termes de qualité d'exécution toutes les personnes de l'équipe. Et ça rend les choses très puissantes. Ça, c'est plus pour la partie cadrage exécution. Mais avant ça, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, c'est le cadrage en termes d'objectifs. D'accord, ouais. Parce que quand tu commences à être 20, 50, 150, 300 personnes, ce qui se passe, c'est que qui dit plus de monde, dit plus d'idées. Et là, ça part dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens, ça peut être le bordel. Donc, c'est quand tu t'assures déjà en termes de direction avec les différents C-level, de dire, OK, voilà, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi notre direction, où est-ce qu'on doit aller en priorité. Donc, nous, on fonctionne beaucoup en OKR. On peut dire, voilà, on a max 3 objectifs et 4 actions clés par objectif. Donc, déjà, ça donne un cadre, t'évites la dispersion. Et à partir de là, tu peux dire à ton équipe, voilà où on doit aller. On construit aussi nos propres OKR d'équipe. Ça, ce sont les projets prioritaires qu'on va mettre en place. Ça ne remplace pas une to-do list où il y a toujours plein de choses à faire, évidemment, mais au moins, tu sais que c'est cette ligne qu'il faut suivre, rien d'autre, sauf si à un moment, tu sens qu'il faut déprioriser. Mais en tout cas, voilà, ça donnait un cadre où on savait où on allait. Parce que la dispersion, pour moi, c'est un peu le diable dans ce genre de moment. C'est « Ah, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Ah, et puis quelqu'un côté sales, j'aimerais bien qu'en Amérique latine, on fasse tel salon. » Et là, après, c'est le bordel. Donc voilà, donc cadrage, objectif et process, playbook. Et comme ça, t'es très bien. Ok. Ouais, donc pour schématiser, pour te paraphraser, c'est on a une vision, on documente nos actions pour mettre en place cette vision. Ne pas hésiter à diffuser ses connaissances, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est dès que quelqu'un a une connaissance avérée dans un domaine, exactement, il documente sa connaissance pour que l'ensemble de l'équipe en profite. Ouais. Ok, très clair. C'était quoi l'ambiance, en fait, dans ce type de phase? Parce que pour avoir vécu dans des boîtes où ça a poussé fort en termes de business, c'est vrai que sur le moment, si tu as du plaisir parce que tu vois la fusée décoller et donc c'est extrêmement satisfaisant, après c'est dur. Toi, comment tu l'as vécu en termes d'ambiance, tout ça? Alors, en termes d'ambiance, tu l'as dit, c'est très excitant. Je te cache pas que c'était ma première expérience en startup. T'es pas mécontent de vivre une phase hyper-croissance, c'est-à-dire que la boîte va bien. Enfin, nous, en l'occurrence, partout, c'est une boîte autofinancée. Donc, quand tu accélères comme ça, c'est que tout va bien. On te donne plus de budget, tu peux recruter. Tu vas t'es en expansion internationale, c'est quand même ultra, ultra motivant. Et vu qu'on atteignait nos objectifs et qu'on faisait x2 en croissance tous les ans, je pense pas dire de conneries, oui, x2 en croissance tous les ans, l'ambiance, elle est bonne, tout va bien. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très fatigant, intellectuellement, parce que ce que tu mets en place, ça tient 4 à 6 mois. Et il faut détruire pour reconstruire. Parce que tu as un nouveau département qui s'est créé, parce que tu as des nouvelles personnes dans l'équipe, parce que, en fait, ce marché-là, tu pensais pas qu'il prendrait aussi bien, donc il faut mettre encore plus d'efforts. Et je trouve que tu es jamais dans ta zone de confort. Et j'aurais aimé un moment avoir un peu une année, entre guillemets, tranquille de consolidation. Et en fait, non, tu es toujours en construction. Et ouais, j'ai trouvé ça fatigant. Ouais. Ok, très clair. Donc, tu as commencé à en parler. Ça a été quoi tu as utilisé quel outil pour gérer tout ça, en fait? Alors, d'un point de vue management et après d'un point de vue marketing. Ok. D'un point de vue management, on a utilisé Monday. D'accord. Que j'ai trouvé très bien pour ça. C'est là-dedans qu'on mettait nos OKR, qu'on faisait tout le suivi, les one-to-one. Je le faisais comme ça, ok. T'en es où là-dessus en taux de complétion? C'est quoi les remarques que tu me donnes? Les mises à jour pour un peu les quelques gros KPI qu'il fallait qu'on suive en termes d'OKR. Et ça permettait aussi de le rendre accessible à la direction si vous voulez jeter aussi des coups d'œil pour OK, le marketing, ils en sont où sur ces atteintes d'objectifs. Tu reprendrais dans une prochaine expérience le même tool ou tu testerais un autre truc? Aujourd'hui, les boîtes sont quand même beaucoup sur Notion. Je suis aujourd'hui pas encore... Je ne sais pas si je suis pas fan ou pas très à l'aise, peut-être que les deux vont ensemble, tu vas me dire. Notion est un peu devenu un grand fourre-tout. Et voilà, aujourd'hui, je vois beaucoup de boîtes utiliser Notion et ça a l'air d'être très puissant et ça se passe bien. Moi aussi, j'utilise avec une boîte que j'accompagne. Mais je trouve qu'il y a trop de choses dedans. Il y a trop de choses dedans et je comprends qu'à un moment, tu ne veux pas te disperser, avoir trop d'outils. Mais en tout cas, Monday, je l'ai trouvé pour mon utilisation très simple, très direct, très efficace. Ok. Et d'ailleurs, là-dedans, on y construisait aussi nos rétro-planning. Toi, typiquement,
Tu fais un salon, un webinar, un que sais-je, il y avait déjà tout qui était déjà préconfiguré, et t'as plus qu'à le dupliquer. Donc je trouvais ça bien. D'accord. Donc ça, voilà, suivi d'équipe, c'était sur ça. Et ensuite, en termes d'outils marketing, nous, il y avait tout ce qui était, alors j'allais dire marketing automation, non, du marketing manuel en termes d'emailing qui fonctionnait bien. Ouais. Et ça fonctionnait tellement bien qu'à un moment, j'ai pu obtenir des budgets pour aller plus loin, dire ok, bah maintenant quand tu scales, il faut automatiser des choses. Donc tu automatises les choses qui fonctionnent parce que en termes de réflexion stratégique, en termes de résultats, tu vois que ça marche. Donc là, on est passé sur HubSpot. Mhm. Et on rentre un peu par phase, c'est-à-dire qu'on a mis en place l'outil. Au départ, on a juste dupliqué l'existant avant de rentrer dans la machine avec des tonnes de campagnes qui se personnalisent en fonction du parcours. Voilà, on n'a pas fait ça au début, on est resté très simple, pareil en termes de scoring. Et c'est plutôt tous les 8 mois qu'on venait un peu ajouter, enfin, j'ai envie de dire de la complexité, c'est pas le bon terme, mais rajouter un peu plus de méthodes, de personnalisation, un peu plus de critères pour aller encore plus loin sur l'utilisation et la performance de l'outil. Donc on a fait ça, après on s'est enfin outillé avec un vrai outil, enfin une vraie plateforme de webinar, on avait Livestorm par exemple. Mais après, tu vois, je pense à d'autres outils, on avait Hotjar aussi par exemple, mais en fait on l'utilisait pas. Et on a fait des erreurs qu'ont font beaucoup de boîtes, c'est qu'on s'est un peu sur-outillé. Et puis au bout de 6 mois, tu te rends compte, et Hotjar alors, quelqu'un a une analyse à me sortir qui l'utilise? Ouais. Ok, allez hop, on coupe. Et c'est qu'on n'est peut-être pas assez mature ou pas assez bien organisé ou qu'on n'aurait pas encore l'intérêt pour X raisons. Donc il faut aussi savoir prendre un peu de recul et couper quand tu n'utilises pas ou peu l'outil. Ok, très clair. Donc on a parlé des outils, on va parler des actions marketing maintenant. Ouais. Pour toi, quelle a été la meilleure action, la plus performante que tu aies mis en place en fait? Ok. Donc là, dans les exemples que je vais donner, c'est effectivement très par rapport à partout. Hein. Je dis pas que c'est ça les leviers ou actions qui fonctionnent pour toutes les boîtes. Mais en tout cas, on était sur des cibles mid-market / enterprise, des responsables marketing, de la direction marketing. Et très vite, ce qui a bien marché, c'était les fameuses campagnes de nurturing. Ça fonctionnait extrêmement bien parce qu'on avait peut-être 30 ou 40 000 contacts dans le CRM. Comment tu Ouais. les as acquis, ces 30 ou 40 000 contacts? Scrapping en partie, et l'autre à l'époque où les sales faisaient beaucoup de prospection et qui venaient ajouter manuellement avant qu'on soit outillé. Donc ça fonctionnait bien quand tu es sur des cycles de vente de 3 mois à 1 an. Forcément, la partie nurturing est très puissante. Et les webinars aussi fonctionnaient bien. On les a actionnés surtout pendant le Covid. Comme beaucoup de boîtes, et ça a très bien fonctionné. Et même après, ça fonctionnait très fort. Et ces deux leviers, c'est sur ça qu'on a vraiment appuyé et accéléré. Et moi, la manière dont j'ai ressenti les choses, c'est que plutôt que lorsque tu scales, de chercher à lancer lancer des nouveaux projets, oui, mais plutôt que de lancer trop de nouveaux projets, déjà, pose-toi la question de est-ce que ce que tu fais actuellement, est-ce que tu penses avoir atteint le maximum de son potentiel? Qu'est-ce que tu peux faire en plus? Typiquement, voilà, le nurturing, c'est un nurturing que je fais de manière assez artisanale. Tu prends un outil, ensuite HubSpot, très bien. Tu mets plus de critères, plus de workflow, et tu viens aller encore plus loin pour profiter de la puissance de l'outil. Webinar, c'était, tiens, le webinar, on fait ça au départ pour la France, vraiment au niveau tout secteur confondu. Puis après, tu commences à faire par secteur d'activité, par stade de maturité. Tu dupliques sur d'autres pays parce que tu vois que tu catégorises des pays qui ont des stades de maturité similaires pour en faire une présentation qui va toucher à la fois l'Espagne, le Mexique et aussi, je dis n'importe quoi, la Pologne. Et tu les répètes parce que tu sens qu'il y a la demande, il y a du besoin, ça marche. Là aussi, tu prends ton outil, tu mets plus d'investissement pour avoir encore plus de participants, pour avoir encore plus de que sais-je. Tu viens utiliser un peu plus les fonctionnalités de sondage, de machin. Donc, tu essaies de voir comment tu peux aller plus loin et même jusqu'à aller à essorer et recycler ce que tu fais. Typiquement, un webinar, chez nous, c'était scripté. Ça faisait généralement 8 à 10 pages de Word en plus de la présentation. Et ça, derrière, on en faisait un e-book de peut-être, je sais pas, 15 pages bien designées. On en faisait 5-6 articles, des posts LinkedIn. Tu mettais ça dans tes campagnes de nurturing et voilà, tu avais bien essoré ton webinar. Donc, c'est surtout sur ces deux leviers qu'on a bien fonctionné. D'accord. Ouais, ne pas hésiter. En fait, c'est le drame, c'est qu'on cherche à produire en permanence du contenu, mais déjà, regarder ce qu'on a déjà créé. En fait, comme tu le disais, un livre blanc, et on peut le splitter en plusieurs posts, LinkedIn, etc. Donc, c'est hyper utile de recycler et voilà, tout simplement. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai beaucoup de boîtes
Ou souvent, ça peut émaner du CEO ou même d'autres équipes de dire tiens, tu viens de sortir un livre blanc et c'est OK, alors dans 2 mois, je veux que tu sortes un livre blanc sur telle thématique. Tu vas me dire attends, j'ai même pas eu le temps de bien le promouvoir, de bien le communiquer, effectivement, de le décliner. Parce qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles à lire un article ou un post synthétique sur LinkedIn ou un webinar. Enfin, on a tous un format qui va nous toucher. Parfois, ça va juste nous atteindre à un moment différent. Et trop de boîtes font l'erreur de se dire c'est bon, j'ai fait ma communication massive une fois, boum, étape suivante, enfin, projet suivant. Et en fait, il faut vraiment penser comme les médias. Les médias, tous les ans, à la même sauce, on a droit aux trucs sur l'immobilier, au machin. Enfin voilà, il faut se répéter. C'est pas un problème. On n'a pas tous l'appétence pour le même format. Il y en a qui vont préférer le podcast, il y en a qui vont préférer l'écrit, bref, que sais-je, l'email. Et ça, c'est pas encore très bien ancré, je trouve, dans les têtes. Je trouve que c'est assez important de le redire. Très clair, intéressant. Comment tu as fait pour déployer à l'international? Déjà, est-ce que lorsque vous avez déployé à l'international, vous avez un responsable market dans chaque pays? Enfin, comment c'était structuré? Alors au début, non. Au début, non, parce que en fait, on testait un pays au niveau commercial, souvent sur 3 mois. Et au bout de 3 mois, tu étais un peu censé donner un go ou no go pour dire OK, j'ai vu de l'appétence, un peu de traction, j'ai un peu de pipe. Allez, enfin, on continue. Et après, encore 3 mois, donc au bout de 6, tu es censé avoir signé, ce que c'était aussi notre cycle de vente. Et à partir de ce moment-là, tu dis OK, là, on a du pipe, ça s'approche d'une signature. Allez, le marketing peut commencer à faire ce que j'appelle le strict minimum. Nous, on allait par exemple traduire le site web. Quand on allait vers des pays où on sentait que l'anglais pouvait être quelque chose d'un peu compliqué, donc on traduisait le site web. Et les quelques contenus qu'on estimait pertinents pour ce marché. Parce qu'on avait récupéré un peu des feedbacks des sales, on avait parlé avec des partenaires qui étaient dans ce marché-là, qui te disaient, voilà, le Mexique, ça fonctionne comme ça. Voilà les infos, donc tu sélectionnes. Et quand tu vois que c'est en train de prendre, ça continue encore à marcher, là, nous, on a beaucoup fonctionné par des personnes en stage. Et j'aurais tendance à beaucoup le recommander parce qu'une personne en stage, je trouvais que le ROI était fabuleux. Donc, on les payait entre 800 et 1000 euros par mois. Et il te faisait tout le marketing local. Il t'écrivait des contenus, il te traduisait des contenus, il te lançait des campagnes, il préparait les webinars, il préparait des salons. Et surtout, on prenait des stagiaires qui étaient donc locaux mais basés à Paris. J'ai commencé par des bilingues. Et en fait, c'est des bilingues qui étaient trop français. Et ça amenait, de manière basique, des fautes parfois dans des rédactions d'articles. Et au-delà de ça, même un petit manque de compréhension du pays, de la culture, parce que oui, peut-être que ton papa est italien, mais en fait, tu n'as jamais, hormis aller un mois en août tous les étés, c'était pas suffisant. Donc j'ai fini par dire, OK, en fait, on va prendre des locaux qui sont à Paris, qui parlent peut-être pas français, mais en fait, je m'en foutais. Mais voilà, j'avais ma personne indienne, espagnole, italienne. Et là, tu sentais qu'en termes de compréhension du marché, des personnes, enfin, tu vois, c'est bête, mais ils m'ont fait changer des emails sur le ton, un ton qui était trop formel. Ils m'ont fait changer des horaires de webinaires qui n'étaient pas adaptés pour le marché. Ils m'ont dit, tiens, là, en Inde, il y a cette fête-là qui est vachement importante. Il y aurait un projet, une action sympa à mettre en place pour générer des leads. Des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et parfois, c'était... Alors, je dis ça, moi, de mon prisme, mais parfois, c'était aussi des sales locaux qui me disaient, ce serait bien de faire ça, mais je dis pas que tu les crois pas, mais les sales sont toujours très demandeurs en action. Tu te retrouves avec une liste de tâches à faire de maboule. Et donc, tu dis, peut-être que là-dessus, il exagère un peu. Et en fait, non, tu as ton stagiaire qui dit, non, c'est vrai, il faut vraiment y aller. Et ça, j'ai trouvé fabuleux. Et ensuite, derrière, ces personnes-là, c'est souvent en fin d'études, on les embauchait derrière. Et c'est comme ça que j'avais une personne par marché. Ok, très clair. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'on a l'impression que ouvrir un pays, finalement, on peut le faire avec sa perception, mais en fait, la perception d'une personne native, elle est incommensurable par rapport à la meilleure étude que tu peux faire de marché en amont. C'est ça. Et je voyais même que la relation avec les sales locaux était même meilleure. Alors, je m'entendais bien avec les sales italiens, mexicains, ce que tu veux, mais là, tu remets une personne locale, voilà, tout de suite, je trouvais que c'était plus fluide, ça marchait mieux, les résultats étaient meilleurs. Donc, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Ok, trop cool. On a parlé à peu près des réussites. Est-ce que tu as commencé aussi à en parler des choses que tu ne referais pas? Ça a été quoi ta erreur, ta pire erreur de strat en termes marketing, j'entends? Alors, tu vas être déçu, ce que je vais me répéter, en fait, parce que, en fait, sur la partie RH, c'est finalement la base de tout. Parce que je pourrais te dire,
tu vois, que le SEO, par exemple, le SEO, ça a bien marché pendant 2 ans et 2 années d'après, en fait, on a fait trop de choses basiques qui ont marché parce qu'au départ, on faisait rien. Donc forcément, tu as perdu du résultat et après, on se rend compte qu'on est pris un train de retard. Mais ça, je pourrais te le donner pour plein d'exemples. Ouais. Et en fait, une fois que tu regardes tout ça, tu te dis, on a comme du retard sur beaucoup de sujets. Et là, tu dis, bah ouais, en même temps, j'étais con. S'il y a des personnes expertes en SEO, alors, d'ailleurs, pas que de l'interne, il y a aussi des prestataires, des freelances ou des agences, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je pense que j'ai eu peut-être une petite naïveté de me dire, on va réussir, on va se former, parce qu'on a essayé de se former. Et parce que j'ai peu de budget et que j'ai pas voulu non plus être, pas au conflit, mais j'ai pas réussi à me montrer convaincant pour recruter. Et en fait, ces personnes-là, quand tu scales, oui, elles t'aident à mettre des vraies fondations, à avoir des vraies expertises, à obtenir le maximum d'un levier. Et donc oui, pour moi, ma plus grosse erreur, c'est celle-ci, parce que vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là que quand j'ai fait ma passation avec ma remplaçante, que j'avais créé une dette marketing. J'ai vraiment eu cette sensation, même si les résultats qu'on avait étaient très très bons et qu'on a fait, je pense, quelque chose d'exceptionnel avec nos moyens, mais j'aurais pas dû laisser le département à cette étape-là après 4 ans. Ouais. Après, c'est toujours facile d'analyser le passé. Bien sûr. Les analystes financiers qui t'analysent des courbes. C'est ça. Après, je flagelle pas, je dors bien la nuit. Voilà, Ok, très cool. Donc, tu as commencé juste à l'aborder, à comment on se forme en permanence, etc. Ça a été quoi, toi, tes axes de formation perso? Ouais. Alors, c'est rigolo parce que je donnais l'exemple au début en disant que je ne les avais pas écoutés, mais je me suis beaucoup appuyé sur mes pairs. Que j'ai écouté les 3/4 du temps, et voilà, il y a un quart où je n'ai pas écouté, et je me suis pris un bon retour de flamme. Mais ouais, c'était beaucoup avec eux, c'est-à-dire que j'avais rejoint à l'époque des meet-up sur les sujets marketing. Ensuite, ça donnait lieu à des communautés Slack, notamment une communauté de CMO qui s'appelle Tech Marketing Leaders. D'accord. Qui pour moi est fabuleuse parce qu'on est une centaine de personnes. Elle est accessible, on peut mettre le lien en commentaire ou alors, elle est accessible, mais tu rentres sur, qu'on appelle ça sur... recommandation. Ouais, recommandation, même pire que ça, il y a vraiment un process d'admission. D'accord, ok. Je peux recommander quelqu'un, mais si la majorité vote non, tu rentres pas. Voilà, ça marche pas. Mais ça, pour moi, ça a été fou parce que tu te sens très seul. Tu te sens déjà très seul quand tu es seul en marketing, bien sûr, mais tu te sens même très seul en tant que CMO parce que ton CEO n'est pas ton manager. Ouais. C'est ton N+1, mais c'est pas ton manager. C'est pas lui qui va venir à la fois te couver, te challenger, te donner d'autres conseils marketing. Il peut être parfois beaucoup pris par le temps. Donc, c'est pas un manager. Et tu te sens sur des prises de décision assez seul. Et avoir ce Slack pour dire, écoutez, voilà, j'ai ce sujet. Parfois, ça peut être très strat, comme très opérationnel, un petit doute, un grand doute. Donc, les gens te répondent, les gens te proposent des visios, les gens te proposent des cafés, des déjeuners. D'accord. Et en fait, tu reviens un peu gonflé à bloc. Quand parfois, tu es un peu challengé en interne, tu dis non, j'ai 5-6 gros CMO qui m'ont dit que c'est une bonne idée. C'est con, mais ta présentation, tu l'as fait avec plus de confiance. Tu as plus d'assurance pour mettre ça en place. Et au-delà de ça, eux, ils ont un peu cette boule de cristal pour voir dans le futur. Quand on était 20 personnes et que j'aurais dit, OK, là, on va accélérer, voilà, la personne qui est allée de 20 à 50, elle sait de 50 à 100. Donc, ces gens-là, ils voient dans le futur pour toi. Et c'est même des conseils que tu peux donner pour d'autres départements et que tu peux encourager tous les autres départements à faire de même et à parler avec leurs pairs. Donc, pour moi, je me suis beaucoup formé comme ça. Je suis pas à me former sur aller écouter des podcasts, aller lire des contenus, sauf si on me l'a recommandé. Parce que sinon, comme tout média, je trouve qu'on est noyé par les informations et aller sélectionner la bonne personne ou le bon, ou la bonne vidéo, le bon contenu. Je préfère qu'on me le recommande, et si on me le recommande pas, j'ai plutôt tendance à aller chercher des gens qui ont mis quelque chose en place pour dire, OK, c'est ce truc-là que tu as mis en place, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut se prendre 30 minutes pour qu'on en parle? Très clair. Bon, alors, à nos chers auditeurs, recommandez cet épisode à des gens qui souhaitent parler marketing. Ok, très clair. Où est-ce qu'on peut te suivre, Patrice? Écoute, LinkedIn, tout simplement, comme tout le monde. Ok, très clair. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé pendant une vingtaine de minutes. Écoutez, si ça vous plaît, dites-le nous à travers les commentaires et puis on continuera cette discussion. Un grand merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. N'oubliez pas de partager, de liker, évidemment c'est hyper important. Merci à tous et à la prochaine. Salut.